La vie est faite pour être vécue les yeux grands ouverts, mais il y a des jours où les ciel s'assombrissent et nous préférerions les fermer pour toujours. Le jour où ils ont tué ma mère de l'intérieur, ils ont aussi tué une partie de moi. La différence, c'est que j'ai survécu pour raconter cette histoire. Bonjour, mes sœurs chères. Ici Janine, votre mamie, 76 ans, bien vécue, avec quelques rides d'inquiétude, mais beaucoup plus de sourire. Je vous parle depuis mon petit coin à Granville, Manche, où j'ai trouvé refuge après tant de tourments. Je suis née en 1949, à une époque où l'électricité était à peine installée. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais raconter cette histoire complète. Une histoire que j'ai gardée enfouie profondément dans ma poitrine pendant plus de 60 ans. Mes chers, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Êtes-vous de Paris, de Lyon, ou peut être même de Belgique? Je veux apprendre à connaître chacun de vous. Et si vous pouvez laisser un pouce en l'air, cette mamie serait très heureuse. Ça me donne la force de continuer à raconter ces histoires, qui parfois font mal, mais pourraient aider quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire. J'aimerais aussi savoir quel âge vous avez. Comentes Chidesus, ma mère, Jacqueline Silva, était la plus belle femme de Granville. Personne n'en doutait. Des cheveux noirs, laisseuses, longs jusqu'à la taille, des yeux verts, si rares à l'époque, que les gens disaient qu'elle avait des yeux de chatte et un sourire, Messenfans, un sourire qui illuminait tout le quartier. Notre maison était simple, mais chaleureuse. Elle était près de l'usine textile où mon père, Jacques Silva, travaillait. Nous étions une petite famille. Moi, ma mère, mon père et mon frère aîné, Jérôme, qui avait 7 ans de plus que moi. Notre vie n'était pas facile. Mais maman faisait de toute une fête. Je me souviens, comme si c'était hier, de sa cuisine. Elle n'avait pas ces commodités modernes d'aujourd'hui. Non, c'était un poêle à bois, une table en bois massif que mon père avait fabriqué et un vieux buffet qu'elle gardait toujours bien rangé. Chaque samedi, elle faisait un pain de maïs à l'anis qui donnait l'eau à la bouche, rien qu'à sentir l'arôme se répandre à la maison. Janine, viens aider ta mère, m'appelait-elle, et j'accourais heureuse comme tout d'être près d'elle. J'étais un peu maladroite. Je le suis toujours, soyons honnêtes, mais elle avait la patience d'une sainte. Passe comme ça, ma chérie, regarde, c'est doucement, avec soin, disait-elle, en m'apprenant à pétrir la pâte. Maman travaillait comme couturière, prenant des commandes des dames riches de la ville. Elle restait éveillée tard, le soir, penchée sur cette machine, à coudre Singer, pédalant sans arrêt. Parfois, quand elle pensait que j'étais déjà endormie, j'entendais sa toux, une toux sèche, dure, qu'elle essayait d'étouffer avec un chiffon pour ne réveiller personne. Aujourd'hui, je sais que cette toux était déjà le début de la fin, mais à l'époque, qui aurait pu l'imaginer, maman avait une manière spéciale de raconter des histoires le soir,
Quand elle finissait son travail, elle s'asseyait au bord de mon lit et me racontait des contes de héros normands, de légendes bretonnes, de fées des falaises. Je faisais semblant d'avoir peur, juste pour qu'elle me prenne dans ses bras et dise: «Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ma fille. Tant que je suis là, rien de mal ne t'arrivera.» Oh, comme j'aimerais que ce soit vrai. Les meilleurs souvenirs que j'ai sont ceux des dimanches. C'était le seul jour où maman ne travaillait pas le matin. Nous allions à l'église méthodiste. Elle était très méthodiste, ne manquait jamais un service. Puis nous rentrions à la maison où elle préparait un déjeuner spécial l'après-midi. Quand la chaleur diminuait, elle m'emmenait sur la place de la ville. Il y avait un kiosque, parfois un petit orchestre jouait et nous nous asseyions, écoutant la musique, mangeant du pop-corn. C'était un de ces dimanches après-midi que nous rencontrions Madame Thérèse Lemoine. Elle venait d'emménager à Granville, venant de Saint-Lô. Elle était enseignante, parlait magnifiquement, portait des robes colorées qui attiraient l'attention maman, et elle s'entendait tout de suite bien toute. Madame Thérèse était une visiteuse constante chez nous, prenant le café, aidant maman avec les coutures plus difficiles, m'apportant des livres. Cette fille est intelligente. Jacqueline, disait-elle à ma mère, elle doit étudier, aller loin. Maman souriait, fière. Si Dieu le veut, elle sera quelqu'un dans la vie. Elle n'aura pas à finir comme moi. Penchée sur une machine à coudre jusqu'à l'aube, c'était un beau rêve. Mais la vie a une manière cruelle d'interrompre les rêves, n'est-ce pas? En l'hiver 1960, quand j'avais 13 ans, la toux de maman empirait. C'était plus seulement la nuit, cachée, c'était tout le temps, jour et nuit. Et il y avait du sang, je la voyais laver les chiffons dans l'évier, essayant de le cacher à tout le monde. Mais jag voice, som visade, toujours rose, devenait pâle, presque transparente. Ses robes commençaient à pendre sur son corps, qui s'amincissait chaque jour. Ce n'est rien. Ma chérie, disait-elle, quand je demandais, c'est juste une mauvaise grippe qui ne passe pas, mais c'était pas une grippe, c'était la tuberculose. À l'époque, c'était presque une condamnation à mort, surtout pour ceux qui n'avaient pas d'argent pour le traitement. Papa ne voulait pas savoir. Ça va passer, disait-il, sans même la regarder correctement. Il n'était jamais un homme affectueux, mais il n'était pas mauvais non plus. Du moins pas jusqu'à ce moment. Il travaillait dur, ramenait de l'argent à la maison, ne buvait pas beaucoup, mais il avait une manière fermée, silencieuse. Jérôme, mon frère, était son préféré. Les deux se ressemblaient pas seulement dans l'apparence, mais aussi dans la personnalité. Maman empirait chaque jour. Ça arrivait au point où elle ne pouvait plus sortir du lit. C'est alors que Madame Thérèse prenait les choses en main sans rien dire à personne. Elle amenait un ami médecin pour voir maman. Je n'oublierai jamais le visage du médecin après avoir examiné maman. Il sortait de la chambre, appelait Madame Thérèse et mon père à part, et parlait doucement, comme s'il ne voulait pas que j'entende
mais j'entendais, c'est très avancé. Il faudrait l'hospitaliser, mais même ainsi, une question de semaine, peut être 2 jours. Mon monde, s'écroulait à ce moment, j'avais seulement 13 ans, mais je comprenais parfaitement que cela signifiait ma mère était en train de mourir et personne ne pouvait rien y faire. Les jours qui suivaient, étaient un cauchemar au ralenti. Maman s'éteignant dans ce lit, s'affaiblissant chaque jour, moi assise à côté d'elle, tenant sa main, regardant la vie s'échapper de ses doigts. Papa apparaissait à peine à la maison, restait tard au travail, puis allait au bar. Jérôme allait et venait agité, nerveux, comme si la maladie de maman était un inconvénient dans sa vie. C'était Madame Thérèse qui s'occupait de tout. Elle venait tous les jours apporter des médicaments pour soulager la douleur, de la nourriture prête et surtout de l'affection et de la dignité dans les derniers jours de ma mère. Une nuit, maman m'appelait près d'elle. Sa voix n'était qu'un murmure. Janine, ma fille, maman doit partir, mais je veux que tu saches quelque chose. Tu as, tu as été la plus grande joie de ma vie. Ne l'oublie jamais. J'essayais de dire qu'elle n'irait nulle part, qu'elle irait mieux, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Au fond, yes, I weiß, que c'était un mensonge. Quand je serai plus là, continua-t-elle, cherche Thérèse, elle a promis de veiller sur toi. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire à ce moment. Pourquoi aurais-je besoin de Madame Thérèse si j'avais mon père et mon frère, mais maman, même malade, même mourante, voyez ce que je ne pouvais pas voir. Le lendemain matin, le 17 juillet 1960, je trouvais maman très silencieuse dans son lit. Je l'appelais, la secouais doucement, mais elle ne répondait pas. Elle était partie pendant la nuit, seule, and silence, comme elle avait vécu la majeure partie de sa vie. Le cri qui sortait de ma gorge réveillait tout le quartier. Papa Arkwright sentant encore le whisky de la veille. Quand il voyait la scène, il tombait à genoux à côté du lit, montrant enfin une émotion. Madame Thérèse arrivait peu après. C'était elle qui organisait tout le cercueil, la veillée dans notre salon, comme c'était la coutume à l'époque. L'enterrement simple au cimetière de Granville, c'était elle qui me tenait quand il jetait de la terre sur le cercueil de maman, quand je sentais que je voulais être là, dessous aussi, à côté d'elle, nous rentrions à la maison. Après l'enterrement, une maison qui ne semblait plus la même sans la présence de maman. Le silence était assourdissant. Madame Thérèse voulait rester avec moi, mais papa disait que ce n'était pas nécessaire, que les affaires de famille se règlent en famille. Elle me serrait fort, murmurait à mon oreille qu'elle reviendrait le lendemain et partait, me laissant seule avec mon père et mon frère. C'est alors que le vrai cauchemar commençait. Les souvenirs de ma mère sont comme une courte pointe. Chaque morceau coloré ramène un moment, un sourire, une leçon qu'elle m'a apprise. Et même après tant de temps, le manque me serre encore
la poitrine d'une manière qui fait mal, mais comme elle disait toujours, nous pleurons ce que nous devons pleurer, puis nous essuyons nos larmes. Et continuons. Et c'est ce que j'ai fait. Mes amours, j'ai continué, même quand cela semblait impossible. Je pense qu'il y a des blessures qui ne guérissent jamais complètement, elles s'engourdissent seulement avec le temps. Et cette partie de mon histoire est la blessure la plus profonde que y est portée. Alors, allons-y. Cette nuit-là, après l'enterrement de maman, la maison semblait une tombe froide, silencieuse, comme si son âme avait été arrachée avec le départ de maman. J'étais dans ma chambre, allongée sur le lit, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Je ne pouvais pas dormir, pas manger, à peine respirer correctement, tellement la douleur était grande. Vers 9 heures du soir, j'entendais des pas dans le couloir, la porte de ma chambre s'ouvrait, et là était mon père. Je pensais qu'il était peu être venu me consoler, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Peut être que la mort de maman avait réveillé un sentiment paternel en lui, mais un regard sur son visage suffisait pour savoir que quelque chose n'allait pas du tout. Ses yeux étaient rouges, pas de pleurs, mais d'alcool. L'odeur du whisky était si forte qu'on pouvait la sentir même avec lui debout à la porte. Dans ses mains, il tenait une bouteille à moitié vide. « C'est toi », disait-il, la voix pâteuse, chargée d'une haine que je n'avais jamais vue auparavant. C'est à cause de toi qu'elle est tombée malade. Je me figeais sur le lit, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Qu'est-ce que j'ai fait? Papa, parvenais-je à demander, la voix tremblante, tu es né, criait-il, entrant dans la chambre et claquant la porte derrière lui. Si ce n'était pas pour toi, elle n'aurait pas eu à travailler si dur. Toi et tes exigences, toujours à vouloir des nouveaux vêtements, des nouveaux cahiers, une nourriture différente, ça n'avait aucun sens. Je n'avais jamais été une enfant exigeante. Au contraire, j'avais toujours compris notre situation, toujours accepté le peu que nous avions avec gratitude, mais il était inutile de discuter dans sa tête, brouillé par l'alcool et un chagrin déformé. J'étais la coupable. Papa vieillit. Je n'ai pas fini la phrase. Je ressentais l'impact de sa main sur mon visage si fort que je tombais du lit. Jamais en toutes mes 13 années, mon père n'avait levé la main sur moi. Maman ne l'aurait jamais permis, mais maman n'était plus là pour me protéger. J'essayais de me lever, mais il me repoussait au sol. Je voyais quelque chose dans ses yeux qui me glaçait à l'intérieur. C'était pas seulement de la colère, c'était quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais pas identifier à l'époque, mais qu'aujourd'hui, en y repensant, je reconnais comme du désir, un désir malade, mêlé de haine et de chagrin. Maintenant, tu vas payer, disait-il, et il commençait à déboucler sa ceinture. Je fermais les yeux, pensant que j'allais être battue. Ce serait dur, mais je l'endurerais. Ce n'est pas ce qu'il avait en tête. Mais cares, il y a des choses qui sont difficiles à raconter
même après tant de temps et di dirai qui est nécessaire pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Mais je m'excuse si ma voix défaille un peu. Je ressentais le poids de son corps sur le mien, m'immobilisant. Je ressentais des mains rudes déchirant mes vêtements, touchant des parties de mon corps que personne n'avait jamais touchées. Iacliaïs, mais il couvrait ma bouche avec sa main, étouffant tout son tais-toi, ordonnait-il. Personne ne t'entendra de toute façon. Ou je luttais avec toute la force que j'avais, mais que pouvait faire une fille de 13 ans contre un homme adulte. Je fermais les yeux et essayais de me transporter ailleurs, loin de là, près de ma mère, n'importe où, qui n'était pas cette chambre, ces moments, quand je pensais que le cauchemar était fini, la porte s'ouvrait à nouveau. Pendant un bref instant, j'avais de l'espoir. Peut être qu'un voisin avait entendu quelque chose, peut être que c'était Madame Thérèse qui revenait voir comment j'allais, mais c'était Jérôme, mon frère aîné, que j'avais toujours vu comme un protecteur, même s'il était distant, il se tenait à la porte, regardant la scène, moi à moitié nue sur le sol, pleurant. Papa se recomposante. Papa, que se passait-il ici? Pendant un bref instant, je pensais qu'il allait m'aider, qu'il arrêterait cette folie, appellerait la police, ferait quelque chose. Papa le regardait, puis me regardait et disait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a tué ta mère. Jérôme, cette peste a tué ta mère. Je voyais le visage de mon frère se transformer. La confusion initiale cédait la place à une rage qui reflétait celle de papa. Il me regardait, non pas comme si j'étais sa petite sœur, mais comme si j'étais un démon qui avait enlevé la personne qu'il aimait le plus au monde. C'est vrai, disait-il, sa voix chargée de haine, si ce n'était pas pour toi, elle serait encore là. C'est qui se passait ensuite est comme un film d'horreur qui se joue au ralenti dans ma mémoire. Deux pères et de fils unis non par l'amour, mais par la haine dirigée contre moi, unis par la douleur de la perte, qu'ils ne savaient pas comment gérer et qu'ils décidaient de déverser sur la cible la plus facile, la plus vulnérable. Moi, ils se relayaient sur mon corps comme si je n'étais rien, comme si je n'étais pas humaine, comme si je n'étais pas fille et sœur. La douleur physique était insupportable, mais pire encore était la douleur d'être trahi par les gens qui auraient dû me protéger. À un moment, je perdais conscience. Peut être était-ce un mécanisme de défense de mon esprit, incapable de supporter tant d'horreur. Quand je me réveillais, j'étais seule, dans la chambre, par la fenêtre. Je voyais qu'il était déjà matin, tout mon corps faisait mal, il y avait du sang sur le drap, sur mes vêtements déchirés, sur mes cuisses. J'essayais de me lever, mais je ne pouvais pas. Chaque mouvement était une agonie. J'entendais des voix venant de la cuisine. Ils prenaient leur petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Comme s'ils n'avaient pas détruit la vie d'une enfant la veille. Je me traînais jusqu'à la salle de bain, me nettoyais comme je pouvais avec de l'eau froide, mettais une robe propre
que je pouvais à peine boutonner avec des mains si tremblantes. Puis je retournais dans la chambre et m'allongeais à nouveau. Je ne savais pas quoi faire, ou à qui me tourner. C'était dans cet état que je passais les 2 jours suivants allongée, immobile, alternant entre conscience et inconscience, entre larmes silencieuses et un vide qui semblait sans fin. Yana Manguespos buvait à peine de l'eau. Je fixais seulement le plafond, souhaitant mourir. Sauhaitant. Que cette douleur insupportable se termine d'une manière ou d'une autre. Il partait le matin et ne revenait que le soir. Il me laissait seule toute la journée, comme si j'étais un objet cassé qui ne valait pas la peine d'être réparé. Parfois, j'entendais papa passer dans le couloir, s'arrêter à la porte de ma chambre, puis continuer. Je tremblais de peur, rien qu'à penser qu'il pourrait entrer à nouveau. Le 3e jour après l'enterrement de maman, j'entendais frapper à la porte d'entrée. C'était le matin, papa, et Jérôme était déjà parti au travail. Je ne répondais pas. Je n'avais ni la force, ni la volonté. Plus de coups, plus insistant, puis une clé tournant dans la serrure. Quelqu'un entrait dans la maison. Je me recroquevillais dans le lit, terrifiée, pensant que peut être... ils étaient revenus plus tôt. Janine, es-tu là? Petite. C'était la voix de Madame Thérèse. Mon cœur s'emballait. Maman avait dit de la chercher, mais je n'avais même pas eu besoin. Elle venait à moi. Janine, j'entendais ses pas parcourir la maison, ouvrir les portes, m'écherquer. Quand elle ouvrait enfin la porte de ma chambre, j'essayais de me cacher sous la couverture, honteuse, craignante. Quelle voix qui m'était arrivée. Mon Dieu, s'exclamait-elle, Anne me voyante. Que t'est-il arrivé, petite? Je ne pouvais pas répondre. Les mots ne sortaient pas, juste des larmes qui revenaient avec force quand je voyais le visage inquiet de cette femme qui avait été la meilleure amie de ma mère. Elle s'approchait, s'asseyait au bord du lit, touchait mon front, comme pour voir si j'avais de la fièvre. Puis, soigneusement, elle tirait la couverture que je tenais si fort à ses yeux qu'elle voyait devait être choquant, les bleus sur mes bras, sur mon visage, la robe à peine boutonnée, révélant plus de marques sur ma poitrine, le drap taché de sang, que je n'avais pas eu la force de changer. « Qui t'a fait ça ?» demandait-elle. Sa voix tremblant de rage et d'horreur. « Était-ce ton père? Était-ce Jérôme ?» Je hochai la tête, incapable de dire les mots à voix haute. Les deux, insistait-elle, ayant besoin de comprendre l'ampleur de l'horreur. Je hochai la tête à nouveau et je voyais des larmes dans ses yeux, des larmes de rage, de tristesse, d'impuissance. Ta mère craignait que cela puisse arriver, disait-elle, doucement, plus pour elle-même que pour moi. C'est pourquoi elle m'a demandé de veiller sur toi. C'est pourquoi elle m'a donné une copie de la clé. Elle connaissait ces deux mieux que quiconque. C'était comme si un éclair de compréhension m'avait frappé. Maman savait d'une manière ou d'une autre, elle savait ce dont ta part. Et Jérôme était capable,
peut-être avait-elle vu des signes que moi, dans mon innocence d'enfant, ne pouvais pas percevoir. Et dans ses derniers moments de vie, sa plus grande peur n'était pas de mourir, mais qui m'arriverait après son départ. Nous partons d'ici tout de suite, décidait Madame Thérèse, déjà debout. Seront-ils de retour à la fin de la journée? Je hochai la tête, trouvant la force de parler. Enfin, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Plosiamais, promettait elle, tenant mes mains, tu ne seras plus jamais seule avec eux. Je vais m'occuper de toi, comme je l'ai promis à ta mère. Elle m'aidait à me lever, à prendre un bain, à mettre des vêtements propres. Elle prenait quelques-unes de mes affaires, des vêtements, le portrait de ma mère qui était sur la table de chevet, mes documents que maman gardait dans une petite boîte. Nous allons chez moi maintenant, disait-elle, en me soutenant dehors la basse, tu pourras te reposer, récupérer. Puis nous déciderons quoi faire. Et ne savais pas que c'était que le début d'un voyage bien plus long, que quitter cette maison n'était que le premier pas pour échapper à l'enfer que mon père et mon frère avaient créé, que la douleur que je ressentais dans mon corps n'était rien comparé à la bataille que j'aurais devant moi pour guérir les blessures invisibles que cette nuit avait laissées sur mon âme. Mais à ce moment, marchant lentement dans les rues de Granville, soutenue par Madame Thérèse, sentant le soleil sur mon visage pour la première fois depuis des jours, je ne pouvais penser qu'à une chose, maman. Tu continues à prendre soin de moi, même de là-haut. La maison de Madame Thérèse était de l'autre côté de la ville, dans un quartier plus isolé. C'était une petite maison simple, peintée in jaune, avec une clôture en bois devant et un petit jardin bien entretenu, si différente de ma maison qui avait toujours été sombre et triste, surtout après que maman était tombée malade. Ici, tu seras en sécurité, me disait-elle, en ouvrant la porte. Personne ne te fera plus de mal. J'entrais, appuyée sur elle, ressentant encore des douleurs dans tout le corps. À l'intérieur de la maison, tout était propre et organisé. Il y avait des livres partout, sur des étagères empilées sur de petites tables, même sur les rebords de fenêtres. Madame Thérèse était enseignante et cela se reflétait dans chaque coin de cette maison. Elle m'installait dans la chambre d'amis qui avait un lit simple avec une courte pointe à fleurs et une fenêtre donnant sur le jardin arrière où un pommier chargé de fruits oscillait dans la brise. Elle arrangeait les coussins pour que je sois à l'aise et disait qu'elle allait préparer quelque chose pour que je mange. Je m'allongeais, regardant le plafond, essayant d'organiser mes pensées. Est-ce que mon père et Jérôme viendraient me chercher? Serions-nous en sécurité ici? Que se passerait-il maintenant que je n'avais plus de famille? Madame Thérèse revenait avec un plateau. Il y avait une soupe de légumes, encore chaude, du pain et un verre de lait. L'odeur me faisait réaliser à quel point j'avais faim après des jours sans manger correctement. Nous devons t'emmener chez un médecin, disait-elle, pendant que je mangeais lentement. Ces marques sur ton corps doivent être documentées
je m'arrêtais de manger. La panique m'envahissant, je ne veux pas que quiconque sache, murmurai-je. J'ai honte. Elle tenait ma main avec soin. Janine, SCI, qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. La honte n'est pas la tienne, c'est la leur. Mais si nous voulons qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait, nous avons besoin de preuves. Paye. Je n'y avais même pas pensé encore dans ma tête. Je ne pouvais penser qu'à m'enfuir. M'y cachait l'idée d'affronter mon père et mon frère, de raconter à d'autres ce qu'il m'avait fait semblait plus effrayant que tout. J'ai peur, confessai-je, les larmes revenant à mes yeux. Et si personne ne me croit, et s'ils viennent après nous, Madame Thérèse prenait une profonde inspiration. Je voyais qu'elle avait aussi peur, mais essayait de rester forte pour moi. Faisons ainsi. Proposait-elle d'abord, je t'emmène chez un médecin, un ami à moi, le docteur Eugène Marchal, qui est discret et digne de confiance. Il t'examinera, fera un rapport des blessures. Ensuite, selon ce qu'il dira, nous déciderons des prochaines étapes. Je hochai la tête, sans énergie pour discuter. Je finissais de manger en silence, pensant à maman, so tante, qu'elle soit là pour me prendre dans ses bras et dire que tout irait bien. Cet après-midi-là, Madame Thérèse m'emmenait au cabinet du docteur Eugène. C'était un monsieur aux cheveux gris avec des yeux bienveillants qui me traitait avec tant de respect et de délicatesse que cela me faisait pleurer à nouveau. Il m'examinait, prenait des notes, prenait quelques photographies des marques sur mon corps avec mon autorisation et toujours en présence de Madame Thérèse. Quand il finissait, il demandait à parler avec Madame Thérèse en privé. J'attendais dans la salle d'examen, enveloppée dans un drap d'hôpital, ressentant le froid malgré la chaleur de l'après-midi. Je ne sais pas exactement de quoi il parlait, mais quand il revenait, Madame Thérèse avait une expression déterminée sur le visage. Le docteur Eugène expliquait que je devrais prendre certains médicaments pour prévenir des maladies et une grossesse non désirée. Le mot grossesse me frappait comme un coup de poing. J'avais même pas encore pensé à cette possibilité, tellement j'étais immergée dans la douleur immédiate. Nous rentrions chez elle en silence. Ma tête tournait avec des pensées confuses, avec la peur de l'avenir, avec le manque de maman. Il faisait déjà nuit. Quand nous arrivions, Madame Thérèse m'aidait à prendre les médicaments, m'installait au lit et disait qu'elle devait sortir 1 heure, mais reviendrait bientôt. Elle laissait la porte d'entrée verrouillée, les fenêtres fermées, et me demandait de ne pas répondre. Si quelqu'un frappait, je restais seule dans cette maison inconnue, écoutant les bruits de la nuit commencer dehors, le cœur serré. Où était-elle partie? Avait-elle parlé à mon père? À la police? La peur cédait à la fatigue et je finissais par m'endormir. Je me réveillais au son de voix. Il devait être tard dans la nuit. Je reconnaissais la voix de Madame Thérèse, mais il y avait une autre personne avec elle, une voix masculine que je ne pouvais pas identifier. Je tendais l'oreille, essayant de comprendre ce qu'il disait.
Nous ne pouvons pas partir comme ça, simplement. Jérôme, disait Madame Thérèse, ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Thérèse, sois rationnelle, répondait la voix masculine. Tu pars d'un homme respecté en ville, employé de longue date à l'usine, sa parole contre celle d'une fille traumatisée, comment penses-tu que cela finira? Il y a des rapports médicaux, des photographies qui peuvent être expliquées de 1000 façons. Un accident, une chute, je ne sais pas. Tu sais comment la justice fonctionne dans cette ville, comment ils protègent les bons hommes. Il y avait un silence, et puis sa voix continuait plus doucement. La meilleure chance de la fille est de recommencer loin d'ici. Je peux vous aider toutes les deux. J'ai ce frère à Caen, souviens-toi. Il peut arranger un endroit pour que vous restiez jusqu'à ce que vous vous installiez. Cannes, c'était si loin. L'idée de quitter Granville, la ville où j'étais née et avait grandi, où ma mère était enterrée, me donnait un nœud dans la gorge, mais en même temps, la perspective de rester là, sachant que mon père et Jérôme pourraient me trouver à tout moment. Je n'entendais pas la suite de la conversation. Je finissais par m'endormir à nouveau, trop épuisée pour garder les yeux ouverts. Le lendemain matin, Madame Thérèse expliquait le plan. Jérôme était un collègue de l'école où elle enseignait, l'un des rares hommes en qui elle avait confiance. Il avait un frère à Cannes qui travaillait dans une grande école et pourrait l'aider à trouver un emploi là. L'idée était de partir là-bas, de commencer une nouvelle vie, loin de ceux qui m'avaient fait du mal, mais la justice, demandai-je, me souvenant de la conversation que j'avais entendue la veille. Elle soupirait, passant la main dans mes cheveux, comme maman le faisait. La justice de Dieu ne faillit jamais, Janine. La justice des hommes, bien, c'est compliqué. Ton père connaît beaucoup de gens importants en ville, a des amis dans la police. Jérôme pense, et je suis d'accord, que ce serait ta parole contre la sienne. Et dans une petite ville comme Granville en 1960, elle n'avait pas besoin de terminer la phrase. Même enfant, je comprenais comment le monde fonctionnait, comment les gens préféraient fermer les yeux sur le mal qui se passait dans les maisons derrière les portes closes. Mais nous n'allons pas partir comme ça. Sans plus, continua-t-elle, nous allons porter plainte, laisser documenter ce qui s'est passé. Peut être que ça ne donnera rien maintenant, mais ça laisse une trace. Est plus important encore, nous allons le faire d'une manière que ton père ne puisse jamais te retrouver ou réclamer ta garde. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire à ce moment. Ce n'est que plus tard que j'apprenais le plan complet qu'elle avait conçu. Ce même jour, Jérôme venait nous chercher dans une vieille voiture. Nous allions d'abord au commissariat où Madame Thérèse insistait pour porter plainte officiellement. L'officier de garde, un homme à l'expression ennuyée, écoutait à peine pendant qu'elle relatait les horreurs qui m'étaient arrivées. Il écrivait quelque chose dans un carnet
nous demandait de signer un papier et disait qu'il enquêterait. Je sortais de là, me sentant à nouveau sale et humiliée. C'était comme si personne ne s'en souciait, comme si ce qui m'était arrivé était trop insignifiant pour mériter de l'attention. Ensuite, nous allions au tribunal. Madame Thérèse avait tous mes documents, certificat de naissance, carte scolaire qu'elle avait pris chez mon père au tribunal. Elle présentait un papier, c'est une autorisation que ta mère a signée avant de mourir, m'expliquait-elle, me donnant la garde provisoire de toi, au cas où quelque chose lui arriverait. J'étais surprise, que maman avait fait cela, mais ça avait du sens. Elle s'était toujours inquiétée de me protéger, même en sachant qu'elle ne serait plus là. Le notaire examinait le document, le tamponnait, demandait à Madame Thérèse de signer quelques papiers et ainsi, officiellement, je devenais sa responsabilité légale. C'était pas une adoption complète. Cela viendrait plus tard, mais c'était assez pour empêcher mon père de me réclamer. Notre dernier arrêt était le cimetière de Granville. Je devais dire au revoir à maman avant de partir. Nous restions là, devant la simple pierre tombale, qui disait Jacqueline Silva, 1929到1960. Mère bien-aimée. Pendant presque une heure, je pleurais toutes les larmes que j'avais encore, parlais silencieusement avec elle. Promettais que je serais forte, que je survivrais, que je ferais tout ce dont elle avait rêvé pour moi. Quand nous retournions à la voiture, il faisait déjà nuit. Jérôme semblait anxieux. Nous devons partir, insistait-il. Nous avons passé toute la journée à circuler en ville. Si ton père commence à chercher, il faudra pas longtemps pour découvrir que vous étiez ici. Madame Thérèse acquiesçait, nous montions dans la voiture et alors que nous laissions Granville derrière, je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. Je laissais derrière non seulement l'horreur des derniers jours, mais aussi tous les bons souvenirs de mon enfance, les lieux que je connaissais, la ville où ma mère reposait. Le voyage jusqu'à Caen prenait presque une journée entière. Je posais ma tête sur l'épaule de Madame Thérèse et fermais les yeux, épuisée par la fenêtre de la voiture. Les lumières de Granville devenaient de plus en plus lointaines, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement à l'horizon. Une nouvelle vie commençait pour moi, une vie sans ma mère, mais aussi sans la terreur que mon père et mon frère représentaient, une vie d'incertitudes, mais aussi de possibilités. Tout ira bien, murmurait Madame Thérèse, comme si elle lisait mes pensées. Nous sommes ensemble maintenant. Et c'était avec cette promesse que je m'endormais pendant que la voiture nous éloignait de tout ce que je connaissais vers un avenir que je ne pouvais même pas encore imaginer, qu'en semblait immense. Quand nous arrivions, après ce voyage interminable, une grande ville bruyante, pleine de bâtiments hauts et de gens pressés, qui ne remarquaient même pas notre présence si différente de la paisible Granville, où tout le monde connaissait le nom de tout le monde. Le frère de Jérôme s'appelait Auguste Perrault.
Il était professeur de mathématiques dans une école privée et vivait dans un petit appartement confortable dans le quartier Vaucelles. Il nous recevait à bras ouverts, même sans me connaître, sans savoir exactement ce qui s'était passé. Sa gentillesse me rappelait qu'il y avait encore des hommes bons dans le monde, quelque chose dont je commençais à douter. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous trouviez un endroit, disait-il, en nous montrant la chambre d'amis qui serait la nôtre pour l'instant. J'ai déjà parlé au directeur de l'école où je travaille. Il y a une ouverture pour un professeur d'anglais au prochain semestre. Si tu veux, Thérèse, le poste est à toi. Madame Thérèse le remerciait, visiblement soulagée d'avoir une perspective de travail. Elle avait des économies, mais elle ne suffirait pas à nous soutenir longtemps. Les premiers jours à Caen étaient un flou d'émotions confuses. Je me sentais déplacée, perdue, comme si je n'appartenais nulle part. J'avais des cauchemars presque toutes les nuits, me réveillais en criant, en sueur, revivant l'horreur de cette nuit après l'enterrement de Madame Thérèse. Accourait toujours, me serrait dans ses bras, restait veillée avec moi jusqu'à ce que je puisse me rendormir. Après 2 semaines chez Auguste, nous trouvions un appartement à louer. C'était dans le même quartier, dans un vieil immeuble au 3e étage. Il n'avait qu'une chambre, un petit salon, une cuisine et une salle de bain. Rien comparé à la maison spacieuse que Madame Thérèse avait à Granville, mais elle ne se plaignait jamais. C'est un nouveau départ pour nous deux, disait-elle, pendant que nous arrangions les quelques affaires que nous avions. Nous n'avions apporté que des vêtements, quelques livres et les photographies de ma mère que nous avions réussi à sauver. Le semestre scolaire commencerait en août. Madame Thérèse commençait bientôt à travailler à l'école qu'Auguste avait recommandée. J'étais censée commencer à étudier là-bas aussi, mais l'idée d'être dans un endroit plein d'adolescents, devoir interagir, devoir expliquer d'où je venais et pourquoi j'avais changé d'école en milieu d'année, tout cela me terrifiait. Je ne suis pas prête, confessai-je à elle une nuit. Après le dîner, je ne peux pas imaginer entrer dans une salle de classe avec tout le monde me regardant. Elle comprenait toujours. Faisons différemment alors. Si semestri, je t'enseignerai à la maison l'année prochaine. Quand tu te sentiras mieux, tu retourneras à l'école régulière. Que penses tu? C'est ainsi que je passais les mois suivants étudiant à la maison avec Madame Thérèse qui m'enseignait toutes les matières après son retour du travail. Elle était une enseignante incroyable, patiente, dévouée, savait rendre même les sujets les plus ennuyeux, intéressants. Progressivement, je commençais à m'intéresser vraiment aux études, pas seulement par obligation. Je lisais tous les livres qu'elle recommandait, faisais les devoirs avec effort. C'était aussi une forme d'évasion. En étudiant, je ne pensais pas au passé, aux choses terribles que j'avais vécues pendant cette période. Madame Thérèse arrangeait aussi pour que je voie une psychologue, le docteur Marine Fournier. Au début,
Je détestais y aller. Je restais assise en silence dans son bureau, répondant par monosyllabes, incapable de parler de ce qui s'était passé. Tu n'as pas besoin de tout raconter d'un coup, me disait le docteur Marine dans l'une des premières séances. Commençons par parler de choses plus faciles. Parle-moi de ta mère. Et ainsi, semaine après semaine, je commençais à me dégeler. Je parlais de maman, des bons souvenirs de l'enfance, de comment je m'adaptais à Caen, jusqu'à ce qu'un jour, presque 6 mois, après avoir commencé la thérapie, je parvenais à parler de cette nuit. Les mots sortaient comme un flot mêlé de larmes et de sanglots. Quand je finissais, je me sentais épuisée, mais aussi soulagée, comme si j'avais enlevé un poids énorme de mes épaules. Tu es très courageuse. Janine, me disait le docteur Marine ce jour-là, survivre à ce que tu as survécu demande déjà une immense force, mais pouvoir en parler, affronter cette douleur de front, c'est le vrai courage. Je ne me sentais pas courageuse, je me sentais brisée, abîmée, comme si quelque chose de fondamental m'avait été arraché. Mais ces mots plantaient une graine qui, des années plus tard, germerait et porterait des fruits. Le temps passait. En janvier 1961, j'avais 14 ans. Madame Thérèse faisait un petit gâteau, achetait un cadeau, un livre de poésie que je garde encore aujourd'hui. Et nous chantions Joyeux anniversaire, juste nous deux, dans notre petit salon exigu. C'était une célébration simple, mais sincère. La première de nombreuses que nous aurions ensemble au fil des années. L'année suivante, je me sentais prête à retourner à l'école. J'entrais en 4e à l'école où Madame Thérèse enseignait. C'était difficile au début. J'étais la nouvelle élève, la différente, la silencieuse, mais progressivement, je me faisais des amis, m'adapter au rythme des cours, trouver ma place, une camarade, en particulier, Clarisse Brunet, devenait très proche. Elle avait aussi perdu sa mère, bien que dans des circonstances très différentes, cette douleur partagée créait un lien entre nous, avec elle. Je pouvais parler de choses que je ne discutais avec personne d'autre. Je déteste quand les gens disent que ça va passer. Commentait Clarisse un jour, pendant que nous étions assis sur un banc dans la cour de l'école, le manque ne passe pas. Nous apprenons juste à vivre avec. C'était exactement ce que je ressentais. Le manque de maman était une présence constante, une compagne silencieuse qui marchait à mes côtés tous les jours. C'était pas toujours douloureux. Parfois, c'était juste une douce mélancolie, une conscience aiguë de tout ce qu'elle avait perdu en partant si tôt, de tout ce que j'avais perdu en ne l'ayant pas à mes côtés. Les années de collège passées en un clin d'œil, je découvrais que j'avais une facilité avec les langues et la littérature. J'aimais écrire des poèmes, des histoires, n'importe quoi. C'était une forme d'expression, de sortir des sentiments que je ne pouvais pas toujours verbaliser quand venait le moment de décider quoi faire après l'école. Je n'avais aucun doute. Je voulais être enseignante, comme Madame Thérèse.
je voulais faire pour la vie d'autres enfants qu'elle avait fait pour la mienne, ouvrir des portes, montrer des chemins, être un havre sûr. Je réussissais l'examen d'entrée à l'université de Caen pour l'anglais en 1965. C'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. Jusqu'à ce moment, Madame Thérèse pleurait de fierté quand elle voyait mon nom sur la liste des admis dans le journal. « Ta mère serait si fière », disait-elle en me serrant dans ses bras. Si fière. Oh là, l'université ouvrait un nouveau monde pour moi. Je rencontrais des gens de toutes sortes, lisais des livres dont je n'avais jamais entendu parler, participais à des débats passionnés sur la politique, l'art, la philosophie. C'était des temps turbulents en France. Les tensions sociales montaient, le mouvement des droits civiques inspirait des changements. Et l'université était l'un des rares espaces où les idées pouvaient encore être discutées librement, même avec prudence. C'était là que je rencontrais Richard Giraud en deuxième année. Il étudiait le droit, 2 ans de plus que moi, et avait les yeux les plus doux. Nous nous rencontrions à une fête organisée par le conseil étudiant. J'étais assise dans un coin, un peu déplacée, comme je me sentais toujours dans les événements sociaux. Quand il s'approchait et engageait la conversation, au début, j'étais sur la défensive. Après ce que j'avais traversé, l'idée de me rapprocher romantiquement d'un homme me terrifiait, mais Richard était différent de tous ceux que j'avais rencontrés, patient, respectueux, ne me pressait jamais. Nous parlions pendant des heures de livres, de musique, de rêves pour l'avenir. Il me fallait presque 1 an pour accepter de sortir seule avec lui. Notre premier rendez-vous était dans un café près de l'université. J'étais si nerveuse que je renversais du café sur la table, tachant ma nouvelle robe. Au lieu d'être embarrassée, Richard riait, pas de moi, mais de la situation. Et me faisait rire aussi. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais normale, comme n'importe quelle jeune femme à un rendez-vous, sans le poids du passé écrasant mes épaules. Même ainsi, il me fallait longtemps pour lui parler de ce qui s'était passé à Granville. J'avais peur de sa réaction, peur qu'il me regarde différemment, avec pitié ou dégoût, quand je trouvais le courage, 2 ans après le début de notre relation, il se contentait de tenir mes mains et disait: « Merci de m'avoir fait assez confiance pour partager cela. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. » À ce moment, Yassa Weiss, que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Nous obtenions notre diplôme en 1969, moi en anglais, lui en droit. Nous nous marions l'année suivante dans une petite cérémonie à l'église du quartier. Madame Thérèse, que j'appelais maintenant maman, pleurait pendant toute la cérémonie. « 2 mères te bénissent aujourd'hui », me disait-elle. Moi d'ici et Jacqueline de là-haut. Richard commençait à travailler dans un cabinet juridique spécialisé dans les droits civiques, un travail dangereux à cette époque, mais qu'il faisait avec passion et conviction.
J'obtenais un poste d'enseignante dans une école publique, réalisant le rêve que j'avais depuis l'adolescence, notre premier enfant. Édouard naissait en 1972. Quand je le tenais dans mes bras pour la première fois, je ressentais un amour si grand qu'il ne tenait presque pas dans ma poitrine. Mais je ressentais aussi de la peur. Comment serais-je en tant que mère, sans avoir eu l'exemple de ma propre mère si longtemps, saurais-je le protéger, l'élever correctement, lui donner tout l'amour qu'il méritait? Richard remarquait mon insécurité. Tu as le meilleur exemple possible, me rappelait-il. Tu as eu 2 mères extraordinaires qui t'ont montré ce qu'est l'amour inconditionnel. De plus, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Notre fils a de la chance de t'avoir. Ces mots me calmaient, mais c'était vraiment l'expérience quotidienne, le contact avec ces petits êtres si dépendants, si pleins de vie, qui m'apprenaient à être mère. Chaque sourire d'Édouard, chaque découverte, chaque exploit, de la première dent au premier pas, guérissait quelque chose en moi que je savais même pas encore briser. En 1975, notre famille s'agrandissait avec l'arrivée de Claire, contrairement à son frère qui était calme et observateur. Claire était pure énergie dès le premier jour. Elle parlait tôt, marchait tôt et bientôt courait dans la maison, mettant tout sens dessus-dessous, avec sa curiosité insatiable. La vie suivait son cours, avec les joies et les défis normaux de toute famille. Richard devenait associé dans le cabinet. J'étais promue coordinatrice de programme à l'école. Nous achetions une petite maison confortable dans le quartier Beaulieu à Caen. Madame Thérèse, maintenant à la retraite, venait nous rendre visite presque tous les jours, étant la grand-mère que mes enfants n'avaient pas du côté de leur père. Les parents de Richard étaient décédés avant même que nous nous rencontrions, mais le passé, peu importe combien nous essayons de l'enfouir, a l'habitude de ressurgir quand nous nous y attendons le moins. 1980, presque 20 ans après que nous avions fui Granville, je recevais une lettre. L'expéditeur était un tribunal de cette ville. J'ouvrais avec des mains tremblantes, les cœurs battants. C'était une notification. Mon père était décédé en tant que sa fille. J'étais l'héritière légale de ses biens, la maison où j'avais grandi et un petit compte d'épargne. La lettre avait été envoyée à plusieurs adresses jusqu'à ce qu'elle me trouve, suivant probablement la trace des registres que j'avais laissés au fil des années. Je passais des heures à regarder ce papier, ne sachant pas quoi ressentir. Il n'y avait ni douleur, ni soulagement, ni colère, juste un étrange vide, comme si je lisais au sujet d'un étranger, pas de l'homme que j'avais autrefois appelé père, l'homme qui avait détruit mon enfance en une seule nuit de haine et de folie. « Que veux-tu faire ?» demandait Richard. Quand je lui racontais « Je ne veux rien qui vienne de lui », répondais-je sans hésitation « Rien ». Le lendemain, j'écrivais une lettre renonçant formellement à l'héritage,
Je ne voulais pas de cette maison, de ces souvenirs, de cet argent. Je ne voulais aucun lien avec cet homme ou avec le passé que j'avais laissé derrière si longtemps auparavant. La lettre mentionnait que mon frère Jérôme était mort des années auparavant dans un accident de voiture. Je ne ressentais rien en lisant cela non plus. Ces liens de sang avaient été irréparablement coupés cette nuit fatidique de juillet 1960. Ma vraie famille était différente maintenant. Richard, nos enfants, Madame Thérèse, des sciences, qui m'aimait vraiment, qui ne me ferait jamais de mal. La vie continuait son cours, les enfants grandissaient, la société changeait à un rythme lent. En 1990, Madame Thérèse avait un accident vasculaire cérébral. Je prenais soin d'elle, comme elle avait pris soin de moi tant d'années auparavant. Avec amour, patience, dévouement, elle s'éteignait paisiblement 2 ans plus tard, me tenant la main, m'appelant fille jusqu'à son dernier souffle. L'enterrer était comme perdre ma mère pour la 2e fois, mais contrairement à la première fois où j'étais seule avec ma douleur. Maintenant, j'avais toute une famille pour me soutenir, me tenir, me rappeler que l'amour qu'elle m'avait donné continuerait à vivre en moi, dans mes enfants, et un jour dans leurs enfants, sur des décennies, que je construisais une vie que je n'avais jamais imaginé avoir cette nuit sombre à Granville, une vie avec de la douleur et des cicatrices, oui, certaines, qui n'ont jamais complètement disparu, mais aussi avec tant d'amour, tant de joie, tant de réalisation, une vie qui n'était possible que parce qu'une femme courageuse et déterminée avait tenu la promesse qu'elle avait faite à ma mère, une vie que j'ai construite pas à pas, brique par brique, transformant le traumatisme en force, la douleur en compassion, la peur en courage. Vous savez, Meskers, quand nous subissons un très grand traumatisme dans l'enfance, il semble que la vie est divisée en 2 morceaux avant et après ce moment. Pendant longtemps, je pensais que je serais à jamais définie par cette nuit terrible, que je porterais cette blessure ouverte pour le reste de ma vie. Mais le temps est un puissant médicament et l'amour, oh, l'amour est le meilleur guérisseur qui existe. Quand mes enfants entraient dans l'adolescence, je commençais à ressentir une peur différente. Édouard, à 13 ans, me rappelait tellement l'âge que j'avais quand j'ai perdu ma mère. Quand tout s'est effondré, je commençais à faire des cauchemars à nouveau, devenais anxieuse, surprotectrice. Tu ne vas pas le laisser respirer ainsi, me prévenait gentiment Richard une nuit, après que j'avais appelé 3 fois à la maison de l'ami, où Édouard étudiait. Nos enfants ne vivent pas la même histoire que tu as vécue. Il avait raison, bien sûr, mais la peur n'obéit pas à la logique. C'est alors que je décidai de retourner en thérapie. Après tant d'années, j'avais besoin de résoudre ce nœud en moi, cette peur irrationnelle que mes enfants puissent souffrir ce que j'avais souffert. La nouvelle thérapeute, différente du docteur Marine de mon adolescence, travaillait avec une approche plus directe. Tu punis tes enfants pour les crimes de ton père, me disait-elle dans l'une des premières séances. Tu les prives de la liberté
et des expériences normales de leur âge à cause de ta peur. Cela me frappait comme un éclair. C'était exactement ce que je faisais. Et c'était pas juste pour eux. Comment puis-je surmonter cela? Demandai-je, désespérée pour une solution, en reconnaissant que ton histoire n'est pas leur destin, que tu as brisé le cycle, que la maison que toi et Richard avaient construite est sur Aimante, Seine, c'était un processus lent, parfois douloureux, mais libérateur. Je commençais à relâcher les rênes, progressivement. Je laissais Édouard aller à l'école seul, permettais à Claire de dormir chez des amis. Chaque petite indépendance que je leur accordais était aussi un cadeau pour moi-même. La libération graduelle de la peur qui m'emprisonnait en 1992. Je prenais une décision qui changerait le cours de ma vie professionnelle après plus de 20 ans comme enseignante et coordinatrice. Je décidais de retourner à l'université pour un master en éducation. Richard me soutenait inconditionnellement. Comme toujours, il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves, disait-il. À 45 ans, je redevenais étudiante. C'était étrange au début, être l'une des étudiantes les plus âgées de la classe. Mais m'adaptais rapidement. Ma thèse portait sur l'impact du traumatisme infantile sur le développement éducatif, un sujet que je connaissais intimement. Pas seulement des livres, mais de ma propre expérience. C'était pendant les recherches pour mon master que j'avais une épiphanie en parlant avec des éducateurs, des psychologues, des travailleurs sociaux. Je réalisais combien d'enfants traversaient des situations d'abus sans que personne n'intervienne, sans avoir une Madame Thérèse pour les sauver. Je pensais à ma propre histoire et à comment elle aurait pu être différente si quelqu'un, un enseignant ou une voisin, n'importe quel adulte, avait remarqué les signes avant. Après avoir terminé mon master en 1994, je ne retournais pas à l'école. À la place, je commençais à travailler avec le département municipal de l'éducation, développant des programmes de formation pour les enseignants, pour identifier les signes d'abus et de violence domestique. C'était un travail dont j'étais passionnée, qui donnait un sens à toute la douleur que j'avais vécue. Tu as transformé ta blessure en mission, commentait Richard Fear, après m'avoir vu diriger un atelier pour les directeurs d'écoles municipales. Mais c'était pas seulement au travail que je trouvais un sens. Mon plus grand exploit, ma plus grande fierté était ma famille, voir mes enfants grandir en bonne santé, en sécurité, en aimé. C'était la preuve vivante que j'avais réussi à briser le cycle de la violence, que le passé n'avait pas besoin de déterminer l'avenir. Édouard obtenait son diplôme de médecine en 1986. Voir mon fils en blouse blanche, prêt à soigner et guérir les autres, me remplissait d'une fierté que je ne peux même pas décrire. Claire choisissait un chemin différent, toujours artistique et créative. Elle décidait d'étudier le cinéma et devenait réalisatrice de documentaires. Ses films sur les questions sociales gagnaient des prix dans des festivals à travers la France. En 1998,
Édouard nous donnait notre premier petit-fils, Michel. Le tenir dans mes bras pour la première fois était comme boucler une boucle, comme recevoir la confirmation que malgré tout, la vie en valait la peine. Maman, raconte une histoire, demandait-il, quand il commençait à parler, et je racontais des histoires inventées, des contes de fées, des légendes normandes, les mêmes histoires que ma mère, Jacqueline, me racontait, que Madame Thérèse continuait à raconter et que je transmettais maintenant, gardant vivante cette chaîne d'amour qui traversait les générations. Claire me donnait 2 autres petits-enfants, les jumelles Louise et Thérèse, nées en 2003. Oui, l'une d'elles recevait le nom de cette femme extraordinaire qui avait sauvé ma vie quand Claire me disait qu'elle était enceinte de jumelles et que l'une d'elles s'appellerait Thérèse. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Elle mérite cet hommage, expliquait Claire. Sans elle, je n'existerais même pas. C'était vrai, sans le courage et la détermination de Madame Thérèse, je n'aurais probablement pas survécu à ces jours terribles. Je n'aurais pas rencontré Richard, n'aurais pas eu mes enfants, ne serais pas ici aujourd'hui à vous raconter cette histoire. En 2005, Richard était diagnostiqué avec un cancer du pancréas. C'était comme si le sol disparaissait sous mes pieds. Loï, qui avait toujours été mon port sûr, Maror, avait maintenant besoin que je sois forte pour nous deux. La bataille durait presque 2 ans, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgies. Nous luttions avec toutes les armes disponibles. Nous nous relayions à l'hôpital. Moi, Édouard, Claire, même les petits-enfants plus âgés, nous ne laissions pas seuls 1 minute. Tu n'as pas abandonné de vivre après tout ce que tu as traversé, me disait-il une nuit à l'hôpital, pendant l'une de ces rares améliorations. Tu m'as appris que nous pouvons toujours recommencer, peu importe à quel point cela semble difficile. Maintenant, j'essaie de me souvenir de cette leçon, mais certaines batailles, nous ne pouvons pas les gagner, peu importe combien nous luttons. Richard s'éteignit un matin de juin 2007 à la maison, comme il l'avait demandé, tenant ma main et avec nos enfants autour de lui. Son dernier mot était mon nom. Le chagrin pour Richard était différent de tous les autres que j'avais vécus. Il n'y avait pas l'horreur qui accompagnait la perte de ma mère, ni la complexité émotionnelle quand j'apprenais la mort de mon père, ni même la profonde, mais sereine tristesse du départ de Madame Thérèse. C'était une douleur propre, pure, née d'un amour qui avait duré presque 4 décennies, un amour qui m'avait guéri, transformé, permis d'être la personne que j'aurais pu être si le traumatisme n'avait pas interrompu mon enfance. Dans les mois qui suivaient, je trouvais du réconfort dans mes enfants, mes petits-enfants, le travail que je continuais à faire progressivement. J'apprenais à vivre sans Richard, à le porter dans mon cœur sans que l'absence physique soit une douleur constante. En 2010, à 63 ans, je prenais officiellement ma retraite, mais je n'arrêtais pas de travailler. Je commençais à donner des conférences dans des écoles,
des universités, des centres communautaires. Je parlais d'éducation, des signes d'abus, de l'importance des adultes attentifs dans la vie des enfants vulnérables. Je racontais pas mon histoire personnelle, je n'étais pas encore prête pour cela. Mais tout ce que je disais était informé par elle. Cette même année, Claire me surprenait avec un cadeau qui changerait à nouveau ma vie. Maman, je veux faire un documentaire sur Madame Thérèse, annonçait-elle pendant un déjeuner du dimanche, sur des femmes comme elle qui sauvent des vies silencieusement, sans reconnaissance. L'idée me touchait profondément. Madame Thérèse méritait d'être rappelée, célébrée, son courage. Et sa gentillesse méritait d'être connue du monde. Le documentaire Angels Invisibles sortait en 2012 et gagnait plusieurs prix. Il racontait l'histoire de 5 femmes, esquis, comme Madame Thérèse, avait tout risqué pour protéger des enfants en danger. Mon histoire était là, racontée non par moi, mais par Claire, avec respect et sensibilité. C'était la première fois que des gens en dehors du cercle familial le plus proche savaient ce qui m'était arrivé à Granville il y a tant d'années. Après la sortie, quelque chose d'inattendu se produisait. Je commençais à recevoir des lettres, des courriels, des messages de personnes qui avaient vu le documentaire et s'identifiaient à mon histoire, des femmes et des hommes qui avaient traversé des situations similaires, qui portaient des cicatrices similaires, qui voulaient partager leurs expériences, leur parcours de guérison. C'était écrasant au début. Je n'étais pas préparée à ce flot d'émotions, au poids de tant d'histoires douloureuses, mais progressivement, je réalisais que c'était aussi un cadeau, une opportunité de transformer mon expérience en quelque chose qui pourrait aider les autres. Tout comme le travail que je faisais déjà, mais d'une manière plus directe, plus personnelle, je commençais à répondre à chaque message individuellement, puis j'acceptais des invitations à participer à des groupes de soutien, à partager mon histoire lors de réunions de survivants. C'était douloureux, parfois de revivre ces souvenirs, mais aussi incroyablement libérateur. Vous avez sauvé ma vie aujourd'hui, me disait une jeune femme de 20 ans après l'une de ces réunions. Je pensais qu'il ne serait jamais possible d'avoir une vie normale après ce que j'ai traversé, mais en vous regardant, en voyant tout ce que vous avez construit, j'ai réalisé que c'était possible. Ces mots me touchaient profondément. Je comprenais que mon histoire de douleur s'était transformée en une histoire d'espoir pour d'autres, que l'héritage de Madame Thérèse continuait à vivre non seulement dans mes enfants et petits-enfants, mais dans chaque personne qui trouvait de la force dans mon parcours pour continuer leur en 2015. À 66 ans, j'écrivais un livre, c'était pas une autobiographie complète, mais un récit de mon expérience en tant que survivante et du travail que j'avais développé au fil des décennies. Après la tempête devenait un petit phénomène traduit en plusieurs langues, utilisé dans des cours de psychologie et de travail social. Aujourd'hui, à 66 ans,
je regarde en arrière et vois une vie que je n'avais jamais imaginé avoir, ohne viel pleine, riche, pleine de sens. J'ai 2 enfants extraordinaires, 5 petits-enfants merveilleux. Oui, 2 autres sont venus après les jumelles et même une arrière-petite-fille nouveau-née, la petite Jacqueline. En l'honneur de ma mère, je vis seule dans une maison confortable, pleine de livres et de photographies. Richard me manque tous les jours, bien sûr, mais j'apprends à vivre avec le manque. Mes enfants et petits-enfants me rendant visite constamment, remplissant la maison de vie, et Brut, la fille brisée de Granville, qui pensait qu'elle ne serait jamais entière à nouveau, a construit une vie pleine, une famille aimante, un héritage de protection et de soins, pas malgré le traumatisme, mais en le transformant en force, en but and amour, je ne suis jamais retournée à Granville. Après m'être éloignée, je ne voulais pas. Certains ponts n'ont pas besoin d'être reconstruits, mais j'ai pardonné. Pas pour eux, qui n'ont jamais demandé pardon, mais pour moi, parce que la haine est un fardeau trop lourd à porter toute une vie. La promesse que j'avais faite à ma mère dans ce cimetière avant de partir pour Caen était tenue. J'ai survécu. Je suis devenue forte. J'ai construit une vie dont elle serait fière de voir être plus important encore. J'ai brisé le cycle. Mes enfants, mes petits-enfants, mon arrière-petite-fille, aucun d'eux ne connaîtra de première main le genre d'horreur que j'ai connu. Ils ont grandi et grandiront entourés d'amour, de respect, de sécurité. C'est ma plus grande victoire, mon plus grand héritage, Mesker, qui me regardait aujourd'hui. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre pouce en l'air. Chaque pouce en l'air me donne la force de continuer à partager ces souvenirs qui ne sont pas toujours faciles à revivre, mais qui peuvent aider quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Et n'oubliez pas de commenter d'où vous regardez, quel âge vous avez, et quelque chose sur vous, que ce soit votre plat préféré, euh, votre loisir, ou combien d'enfants vous avez. Chaque commentaire me rapproche de chacun de vous, et savoir que mon histoire atteint différents endroits, différents cœurs, me remplit de joie et de buts